Le nouveau livre de Florent Chavouet est un livre de haïkus. C'est d'abord un nouveau livre de croquis et de dessins du dessinateur talentueux que l'on connaît, mais aussi celui d'un poète impertinent, de plus en plus amoureux du Japon. Car au Japon, il fait des dessins partout et des haïkus de tout. Il est toujours prêt à nous surprendre. Il est sensible à l'inattendu, il goûte, il palpe avec gourmandise un simple rien pris sur le vif. Quant aux coïncidences, il les scrute et les suscite. Il les affûte tout simplement. Commençons par les haïkus, les originaux. Donc, ça se présente sous deux carnets, comme ça. Les vrais carnets qui ont servi pour le voyage. Bon, c'était pas une super idée de faire ça sur un carnet pour ensuite numériser pour le livre. C'est pour ça que pour le deuxième voyage, j'ai préféré faire mes haïkus sur des feuilles volantes. Là, il y a des plastiques pour les protéger. Donc là, ils sont dans le désordre, hein, mais ils sont tous ceux du deuxième voyage. Avec en plus, alors c'est pas très esthétique, mais c'est très utile. Par contre, ce sont hop, les petits carnets de pas de dessin, quoi qu'il y en a un petit peu quand même, mais carnets de notes où j'ai noté plein d'anecdotes de voyage, plein de mots de vocabulaire, un peu de tout, les endroits où j'ai été, et qui eux donc du coup m'ont beaucoup servi pour compléter mes haïkus, quoi, pour toutes les pages supplémentaires que j'ai ajoutées. Donc c'est là-dedans que réside la plupart du contenu, on va dire, textuel, enfin, toute la matière du bouquin à venir. Bonjour à tous, je suis Thomas Mourier, le rédacteur en chef de Bubble, et je suis très heureux de vous retrouver pour ce 21e live en compagnie de Florent Chavouet qui va venir nous parler de son album Touiller le Miso, édité chez Piquier. Bonjour Florent. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation et de venir parler de ton livre aujourd'hui. On est très content de te retrouver. Merci. Je vais faire juste un tout petit résumé, mais on aura l'occasion d'en parler tous les deux. C'est juste un peu pour situer le livre pour ceux qui arrivent sur ce live. Donc c'est une sorte de carnet de route, à la fois carnet de voyage, à la fois prise de notes, à la fois haïku, un livre un peu composite où tu pars à la découverte du saké, puis finalement tu pars plutôt on va dire en esprit libre où tu notes des idées de ce que tu vois, des choses comme ça, et avec un angle toujours un petit peu particulier que tu as développé dans plusieurs livres, mais on aura l'occasion d'y revenir en détail, depuis le premier qui est Tokyo Sampo. Est-ce que tu peux nous dire pour commencer si chaque livre, et si ce livre en particulier, est dédié à chaque fois à un voyage au Japon? Alors celui-ci, je crois qu'il y en a deux précisément. Oui, c'est exact pour les deux questions. Enfin, en tout cas, tous mes livres qui concernent le Japon correspondent effectivement à des voyages en particulier, à des séjours en particulier. Donc le premier, c'était pas la première fois que j'allais au Japon, mais c'était mon plus long séjour, même à ce jour. Donc c'était Tokyo. Le deuxième, c'était sur la petite île de Manabeshima. Ah bah non, il y a oui, pardon. Par contre, il y a le troisième, Petite coupure à Shioguni, qui est une fiction, effectivement, celui-là, j'avais oublié. Ça correspond pas à un voyage en particulier. Par contre, ça s'est beaucoup nourri et inspiré au niveau de certaines petites idées, puis visuellement de plein de voyages, plusieurs voyages que j'ai pu faire au Japon. Et puis donc le dernier en date, Touyer le Miso, qui correspond effectivement à deux voyages assez proches l'un de l'autre. Le premier, c'était en octobre-novembre 2018, un mois et demi. Et le deuxième, 6 mois plus tard, en avril-mai 2019, du coup. Voilà. Et du coup, pour le point de départ de ce livre, tu le dis un peu en préface, c'est une découverte du saké. Alors, il y a une invitation, il y a quelque chose comme ça, Ouais. c'est assez évanescent parce que finalement, tu remplis pas tellement Non, ouais. tu réponds pas spécialement à l'invitation en fait finalement. Bah, en fait, le point de départ, c'est une rencontre avant tout. C'est donc ce fameux Ino-san dont je parle en préface et qu'on voit apparaître un petit peu plusieurs endroits dans le livre.
succinctement, qui est donc un japonais que j'ai rencontré en France, qui avait entendu parler de Manabe Shima, donc mon deuxième livre sur la petite île au Japon, qui était de passage en France et du coup qui avait voulu me rencontrer. Donc on s'est vu. À l'époque, j'habitais à Strasbourg, donc je l'ai accueilli, voilà. Et puis il est même resté dormir. Il était très sympa, mais il était là pour le festival de Cannes. Alors je sais pas vraiment pourquoi précisément, si c'était pour acheter des droits, en vendre, se renseigner sur le marché du film, j'en sais rien, enfin ce genre de choses. Mais si je raconte ça, c'est parce que c'était très compliqué de comprendre son vrai métier. C'est quelqu'un qui fait je travaille à la fois pour l'aéroport de Haneda, enfin il y a plein de projets à droite à gauche et en même temps qui se superposent et donc quand on s'est rencontrés, il commençait à m'expliquer ça. Voilà, très bien. Et puis il est reparti au Japon et puis quelques semaines plus tard, il m'a contacté par internet. Il m'a demandé si j'étais libre pour l'automne prochain. Je savais pas trop quoi répondre. Et puis après, il m'a dit c'est pour venir au Japon et éventuellement faire quelque chose autour du saké et plus précisément des kakuuchi. C'est ce que je raconte aussi dans la préface. C'est des petits bars. On boit du saké. Donc il m'a expliqué ça surtout par internet. J'étais content, mais je me reballais pas trop parce que je savais pas. Enfin, j'ai un peu l'habitude de projets qui capotent, donc je me suis dit, ça se trouve, j'y arriverai jamais. Finalement, ça s'est fait, mais voilà, il a tout payé, il m'a payé le billet, mais une semaine avant de partir, quoi. Une semaine avant la date qu'on s'était fixée pour commencer le projet au Japon, j'avais toujours pas de billet d'avion, et puis voilà. Et tout s'est fait comme ça après, toute la suite, mais même le sujet du voyage lui-même, puisqu'au début, on est vraiment allé dans des kakuuchi, on en a fait plusieurs, hein, des petits bars. Mais après, on a un peu vagabondé ailleurs au Japon. Alors, on a visité des brasseries de saké, donc je me suis dit dans ma tête peut-être qu'il faudrait faire un bouquin sur le saké plus globalement, pas que sur les endroits de consommation. Puis après, on a beaucoup parlé de la période Edo et de ce qu'il en restait dans la culture populaire au Japon aujourd'hui, c'est-à-dire les sento, enfin plein de choses, même le saké pour le coup. Bref. Ça partait dans tous les sens. J'avais pas signé de contrat non plus. Il m'avait rien demandé en particulier. Il m'avait juste suggéré de faire un livre là-dessus. Donc j'étais assez libre et en même temps un peu stressé parce que vu qu'il payait tout, lui ou une structure, je sais rien, je sais toujours pas. Ouais. J'avais quand même un espèce de petit poids sur les épaules en me disant il faut quand même que ça donne quelque chose à la fin, peut-être pas un livre, j'en sais rien. Enfin. Et c'est pour ça que je me suis mis, entre autres, à faire des haïkus tous les jours pour avoir au moins une petite structure, un petit truc, un petit résultat à chaque journée de ce que je faisais, quoi, de mes aventures. Oui, du coup, tu t'es fait. Donc, tu as croisé les deux fils rouges, les haïkus et la découverte un peu du saké. Voilà. Et tu as entremêlé aussi des dessins que tu avais déjà fait d'avant. Et ça, comment tu as construit le livre? Tu as pris toute la masse de ce que tu avais ou tu avais fait un chemin de fer assez précis? Alors, ce que j'ai rajouté d'avant ces deux voyages, il n'y a pas 36 choses non plus. C'est surtout les fenêtres, en fait, les fenêtres japonaises que je dessinais, que je postais surtout sur mon blog ou sur Instagram, et que je continue à faire. Alors là, ces derniers temps, j'ai beaucoup moins posté, mais bon, je vais m'y remettre. Et c'est un exercice, je saurais même pas dire comment ça m'est venu un jour. Ça remonte à plusieurs années. Je dessine des fenêtres, du coup, des fenêtres japonaises, d'après photo, voilà. Et je les aime bien, quoi. Puis je pense que les gens qui les voient les aiment bien. Et je me suis dit, ils auront jamais d'autre vie que sur Internet. C'est un peu dommage. Et s'il y avait bien une occasion de les publier, c'était peut-être dans ce livre-là, justement. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Mais effectivement, la construction du livre s'y prêtait bien dans le sens où, en fait, c'est quand j'ai fait tous mes haïkus que je suis revenu en France après mes deux voyages. Et haïkus que je postais aussi sur Instagram et sur mon blog. Quand je suis revenu en France avec tout ça, j'ai fait un peu comme pour mon premier livre, j'ai présenté ça à mon éditeur Philippe Piquier, les éditions Piquier, en lui demandant ce qu'il en pensait, est-ce que c'était possible d'en faire une publication, alors, en étant très ouvert, et c'est lui qui m'a
suggéré l'idée de mettre tous ces haïkus sur les pages de droite dans un livre, donc toutes les pages de droite, et toutes les pages de gauche, de rajouter ce que je voulais. Des anecdotes de voyage, certaines que j'avais, alors il y en a pas énormément, hein, que j'ai faites sur place au moment des voyages, il y en a quelques-unes, mais peu parce que j'avais pas cette idée en tête. Mais j'avais commencé quand même quelques dessins, quelques illustrations, même toutes simples, quand j'ai eu du temps. Donc j'ai rajouté ça, puis après j'ai rajouté, voilà, les trucs que j'avais pas eu l'occasion de raconter, mais qui auraient été dommage de ne pas raconter. J'ai rajouté les cartes aussi pour qu'on comprenne où on se situe, où étaient les choses. Ça c'est pareil, c'est une petite référence un peu à mon premier bouquin où j'avais fait des cartes et avec des petits numéros de pages dessus sur chaque carte qui référaient donc aux illustrations, aux pages des illustrations qui y suivaient. Et donc voilà, le fait que ce soit libre sur une grosse partie du livre permettait justement de rajouter ces fameuses fenêtres et 2-3 bricoles que j'avais dans les cartons. Et justement, par rapport à ton premier livre, Tokyo Sanpo, je trouve que dans celui-ci, tu as une façon de raconter tes voyages, de raconter un peu le Japon, un peu plus distancié. Est-ce que là aussi, c'était un peu voulu ou c'est le fait d'avoir fait plusieurs voyages là-bas? Alors, certainement les nombreux voyages que j'ai pu faire. Mais après, il y a aussi ce voyage en particulier qui a amené à ça, probablement, je pense, parce que j'étais à la fois libre et pas libre, c'est-à-dire que je suivais quand même ce fameux Inosan. Enfin, il y a eu pas mal de jours où j'ai été tout seul, abandonné entre guillemets, donc libre, face à moi-même, on va dire. Ouais. Et sans savoir justement quand est-ce que j'allais le revoir, tout ça. Donc c'est un peu bizarre comme comment dire, comme état d'esprit. C'est surtout plaisant après, à rebours, parce que au moment où on le vit, j'irais pas jusqu'à dire que j'étais stressé, mais je me posais beaucoup de questions, voilà, et du coup, il valait mieux, se focaliser sur des petites choses et des petits dessins, parce que ces fameux haïkus, ils sont tout petits, justement, ils sont grands. C'est des formats A6, je crois, moitié de A5. Donc voilà, c'est quasiment plus petit qu'une carte postale. Et ben, ce format, il est venu justement du fait de ce genre de voyage, quoi, de trucs furtifs qu'il faut dessiner rapidement, avec peu de moyens, et puis effectivement, qui se focalisent sur des aspects un peu sobres, un peu ordinaires, voilà. Et tu as une question de Franck qui dit qu'est-ce qu'il faut pour faire un bon haïku? Alors, des transports en commun, je me dirais. Ouais. C'est pas mal. C'est souvent là-dedans que je je réfléchissais à mes haïkus, que je comptais sur mes doigts. C'est un peu d'ailleurs la dernière image du livre quand j'ai dessiné ma main, et c'est vraiment ce que je faisais tout le temps. Alors, sur la dernière image du livre, je suis dans l'avion, mais j'ai réfléchi aussi. C'est un transport en commun finalement. Mais dans tous les métros, on a pris énormément de trains, on a pris la voiture, tous ces moments, toutes ces parenthèses où on n'a rien à faire en fait. Surtout que moi je conduisais pas, j'étais conduit. Donc là, puis voir du paysage qui défile, c'est parfait pour se réimmerger dans ce qu'on vient de voir, dans des trucs de la journée, ou imaginer déjà un texte, enfin déjà des petites phrases et après éventuellement une image qui viendrait avec, pareil dans ce qu'on a vu dans la journée. Et Franck, je pense que c'est l'essentiel, ça. Ouais, et Franck complète, est-ce que le saké ça aide chaud ou froid? Oui, bien sûr. J'allais ajouter avec les transports en commun, il faut aussi un resto. Je pense que le resto c'est pas mal. Avant de manger, quand on attend les plats, même si au Japon on n'attend pas trop, ou après. Et évidemment avec du saké, oui bien sûr c'est parfait parce que soi-même on se libère un peu l'esprit, et puis aussi quand on est au resto, quand on boit du saké, on est rarement seul, hein, donc il y a des gens, donc il y a du sujet, il y a du public, il y a de la matière, quoi. Et justement pour le saké, dans le livre, tu
tu le dis avec un peu d'ironie et d'humour, mais est-ce que du coup, le fait d'en déguster beaucoup, de faire ces visites et tout, t'es devenu un peu expert? Est-ce que tu... Alors, expert, non. De toute façon, je suis expert en rien. Hein. Faut oublier cet adjectif, ouais. Euh, non, mais par contre, oui, on apprend. Mais ça m'avait fait pareil avec le whisky, finalement. J'ai un peu la même histoire avec ces deux alcools. C'est des alcools que j'aimais pas trop à la base. Même le saké, enfin, mon tout premier voyage au Japon, j'avais vraiment pas aimé. Je pense que ça a fait ça à beaucoup de gens. C'est vraiment un goût étrange. Souvent, on croit que c'est très fort et enfin, c'est pas anodin comme sensation, effectivement, Ouais. parce que c'est tellement surprenant qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup d'alcool. Alors en fait, non. Hein. Mais après, on s'habitue. Et puis, pour moi, ça fait comme l'été japonais. L'été japonais qui est difficile. Et finalement, pour moi, ça fait partie du Japon. Et le saké, pareil. Et le whisky, j'aimais pas trop parce que je trouve ça pour le coup trop fort. Et puis c'était dans un autre voyage au Japon justement. Un Français m'a initié au whisky au Japon. Un soir notamment, on est allé dans un bar, on a testé plein de whisky et c'était pas mal d'en tester plein à la suite différents. Et j'ai fait pareil avec le saké. En fait, parce que j'oublie aussi, c'est ça le problème, c'est que Ouais. un saké que je vais aimer à un moment, enfin voilà, je vais l'oublier et je vais pas pouvoir le comparer à un suivant que je vais consommer une semaine plus tard. Donc c'est bien d'avoir plein de petits verres ou de les boire à la suite. Alors effectivement, au bout d'un moment, au bout de plusieurs verres, il y a les papilles qui sont un peu anesthésiées, mais voilà, enfin c'est comme ça que j'ai appris un peu. Oui, Puis c'est ça. après les techniques de fabrication aussi. Oui. Et du coup, est-ce que pareil pour les haïkus, t'en as beaucoup consommé? Est-ce que tu en lisais aussi pour t'inspirer? Non, pas tant que ça. J'avais lu, en fait, très honnêtement, j'avais lu qu'un seul livre de haïku, c'est Santoka. Peut-être que je sais pas, enfin c'est un auteur du fin 19e, je crois qu'il est mort au début du 20e, je sais plus. Enfin c'était un vagabond qui écrivait lui justement des haïkus assez légers sur son ordinaire. Sur le fait que je sais pas, il avait faim, il avait les pieds mouillés. Mhm. Et pour le coup, peut-être que ça m'a influencé. Enfin, en tout cas, ça m'a fait comprendre que le haïku, il faut lui donner une apparence peut-être très pragmatique, pour ensuite peut-être y voir du sens, même si il y a le fameux texte de Barthes là-dessus sur les haïkus, qui est un peu connu et avec lequel je suis assez d'accord finalement. Enfin, finalement, les haïkus, c'est presque un objet matériel et aussi simple que ça. Ce qui me plaisait aussi et qui se retrouve finalement dans la poésie, mais même beaucoup de poésie, pas que la poésie japonaise, c'est les règles. J'aime beaucoup qu'on impose cette Ouais. règle assez arbitraire de 5, 7 et 5 syllabes. Mais après, il y a d'autres variétés. Hein. Dans un exercice littéraire qui est censé être relâché, qui est censé être libre de tout, de toute contrainte. Et finalement, ça va très bien ensemble. Je trouve que c'est bien qu'on ajoute de la contrainte artificielle dans quelque chose de. Enfin, j'aime bien cette contradiction, quoi. Je sais pas comment Oui, oui, c'est vrai que le exprimer. côté trivial va bien avec la règle assez stricte. Oui, voilà, voilà. Et Oui, ça, en fait, moi, je prenais ça comme un jeu, en fait, justement, dans mes transports en commun, en comptant sur mes doigts le nombre de syllabes. En plus, en français, c'est compliqué les syllabes. Il y en a qui sont à moitié mangées, qu'on prononce pas, donc on les compte pas. Enfin voilà. En japonais, c'est un peu moins le cas quand même. C'est très bien découpé, donc on peut pas trop tricher. En français, on peut tricher. Donc il y a ce côté-là aussi qui est amusant. Ouais. et est-ce que ce plaisir des règles aussi, ça va avec aussi ton plaisir de dessiner des cartes compliquées ou immenses ou dans tes différents livres, il y a toujours des cartes assez. Enfin, c'était Manabe Shima où il y avait une carte géante Ouais. à déplier. Est-ce que ça vient un peu de là aussi? Non, là, c'est des contraintes. Ouais, c'est des contraintes que je m'impose. Je sais pas. C'est une névrose, hein, je pense. Très honnêtement, c'est une névrose. J'aime beaucoup les cartes. J'aime beaucoup en faire, en regarder, en critiquer, enfin, je sais pas.
Et dès que je peux, j'essaie d'en caser dans mes bouquins. J'aime bien l'idée qu'on puisse situer les choses, que ce soit en fait une image utile dans laquelle on peut revenir, et voilà, comment dire, ricoche avec les autres pages qui suivent ou qui précèdent, parce que dedans on y trouve les informations. Voilà. C'est ça que j'aime bien dans les cartes. Parce qu'en plus, ce sont des cartes rigoureuses, hein, c'est ça, tu m'arrêtes, sauf si je dis une Oui. bêtise. À part Ah, dans la fiction Petite coupure à Shuguni, les autres cartes sont plutôt réalistes. oui, oui, bah, enfin, oui, oui, de toute façon, je veux pas qu'elles soient fausses. C'est-à-dire que après, elles sont faites à la main, mais je respecte globalement les échelles. Et puis, je sais pas, sur une carte de ville, je fais toutes les rues. Je vais pas en supprimer, je vais pas Hmm. en bricoler en me disant, allez, c'est bon, j'en ai marre. On s'en fout, personne vérifiera si cette rue existe ou pas. Non, non, non. Là-dessus, mais c'est comme les kanji finalement. Les kanji, je les comprends pas. Je parle pas japonais, mais j'essaie vraiment de les écrire fidèlement, quoi. Enfin, alors peut-être pas dans le bon sens, voilà, mais ils sont lisibles. Et justement, à propos de technique, du coup, comment tu travailles? Alors, c'est uniquement avec des crayons de couleur, un petit peu de feutre, c'est ça? Ouais, alors principalement des crayons de couleur. Mais après, ma technique a un peu évolué avec les ans, hein, c'est normal. J'utilise aussi pas mal d'encre aquarelle de l'écoline en fait. Enfin les encres, c'est des petits godets là avec une espèce de pipette et qui se dilue bien. Voilà. Et ça, je m'en sers pas mal pour faire des fonds, pour faire des surfaces où j'ai besoin d'une couleur bien couvrante. Donc c'est pas systématique, mais c'est quand même de plus en plus. Et puis en général, une fois que j'ai fait ça, j'attends que ça sèche et puis je reprends par-dessus au crayon ou au feutre ou ouais, voilà. Après je bricole un peu, mais bon, principalement c'est du crayon de couleur. Ouais. Et tu attaques directement au crayon de couleur ou tu fais des croquis, tu prépares tes planches, tu les Ah oui, découpes? ouais, je fais quand même. Alors Ouais. c'est pareil, ça dépend du dessin, de sa complexité, tout ça. Soit je fais le brouillon, enfin le croquis critérium directement sur la page définitive. Et après, je dessine au propre par-dessus, donc le truc disparaît, on le voit plus. Soit je le fais à part sur une feuille A4 fine, quoi, une feuille de photocopieuse. Et après, je décalque sur une fenêtre. Voilà, je mets ma feuille propre dessus. Bah, j'ai une table lumineuse, mais je m'en sers peu aussi. Ok. Et voilà, je recopie très proprement encore au crayon, enfin au critérium, et sur la page définitive. Et là, après, je termine le dessin en couleur. Du coup, il n'y a pas de retouche numérique parce que je pense par exemple à la planche avec le sushi de macro avec la brillance de la table, etc. Ah oui, Tu non. retouches rien du tout. Non, 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 non. Et puis en plus, celui-là, il est tout petit. Hein, je rappelle, hein, faut bien s'imaginer, c'est grand. Je sais pas, sur une caméra vidéo, je sais pas si on se rend compte, mais c'est un truc même pas, c'est comme ça, quoi. Non, non, l'ordi, je m'en sers pour scanner, pour intégrer les textes. Ça, par contre, les textes Ouais. sont faits à part la plupart du temps, pour des raisons techniques, enfin, pour qu'on puisse corriger facilement, éventuellement, s'il y a des traductions après. C'est plus simple, vu que c'est manuscrit, c'est plus simple de le faire à part. Donc, c'est sur Photoshop Ouais. que j'emboîte les deux éléments. Mais après, d'un point de vue création, non, je fais rien sur Photoshop, enfin sur ordi, quoi. Vaguement, je rehausse quelques couleurs si elles me plaisent pas, mais même ça, j'ai pas le matos, j'ai pas d'écran calibré, tout ça, donc j'ai beaucoup de risques de détruire plutôt l'image que d'améliorer. Et du coup, Voilà. comment tu as expérimenté au tout début, depuis le premier livre, tes effets de style avec des perspectives très éclatées qui ouvrent un petit Ah peu oui. les appartements, qui ouvrent les bâtiments, et puis un peu les effets un peu fish-eye des personnages qui sont très rapprochés. Comment tu as trouvé un Oui. peu ces effets-là qui étaient assez inédits, je trouve, Bah, les espèces de perspectives aériennes d'intérieur, Oui, finalement, en fait, j'avais oublié ça, mais j'en avais fait déjà dans mon tout premier livre, Tokyo Sanpo, pour mon appartement, enfin la maison où on habitait.
Alors c'était moins détaillé et puis c'était pas tout à fait pareil quoi. Donc ça avait commencé là, je pense parce que par commodité. En tout cas après pour Manabeshima quand j'avais fait le boui-boui vu du dessus avec là pour le coup c'était un intérieur extrêmement dense avec plein d'objets, plein de bordel et c'est pour ça d'ailleurs que je voulais le dessiner. Là c'est oui c'est les circonstances en fait qui m'ont amené à faire ça. C'était pas tellement une obsession de départ quoi. Enfin une tête de départ c'est surtout quand je suis allé dans ce lieu, ce boui-boui, et que j'ai vu tout ce bordel, et puis un boui-boui dans lequel j'allais souvent, donc ça me parlait comme lieu, c'était important de le citer, enfin de le dessiner. Et donc oui, quand j'ai vu tout ça, je voulais le dessiner, et après c'est assez simple, je me suis dit, mais quelle que soit la paroi de la pièce, il y a des trucs, je peux pas en supprimer une pour dessiner les autres. Donc j'ai supprimé la partie la moins intéressante, c'est-à-dire le plafond. Je me suis mis au plafond, et là j'ai bricolé une perspective, pas tout à fait juste, un peu bancale, tout ça, mais comme toutes mes perspectives, elles sont jamais justes de toute façon. Mais pour faire rentrer toutes les façades que je voulais montrer et montrer le maximum justement, voilà. C'est comme ça que c'est venu, et puis après c'est devenu un peu un jeu, un peu comme les cartes, d'en caser dans presque tous mes livres, parce que j'en ai fait une aussi dans le Petite Coupure à Shoguni, qui était une fiction, donc là j'étais moins obligé, mais je me suis dit, allez, on s'en refait une, c'est rigolo. Ouais. Et pareil, dans le Touye le Miso, il y en a une qui se déplie, là, le Kakuuchi, voilà, qui a pour le coup un format plus grand, qui a été un peu réduit pour tenir dans le format du livre, mais qui est grosso modo qui est fait sur presque un A3, quoi. Voilà. Et justement, tu parlais de cette planche qui se déplie. Ce livre, il a un format un peu particulier. Il est cousu à la japonaise. C'est un objet. Ouais. Je vais le montrer un peu parce que. Ça s'appelle une reliure suisse dans la profession. D'accord. Mais ça fait japonisant, oui, je suis d'accord. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose que tu as demandé à l'éditeur. Comment ça s'est passé en fait? Alors non, c'est l'éditeur qui m'a proposé et j'ai dit oui, pourquoi pas. Moi à ce moment-là, j'étais surtout focalisé sur le format et surtout les pages qui se déplient. Il y en a deux dans le livre. Je voulais vraiment savoir si c'était possible, si ça, voilà. Il y a une carte comme ça qui se déplie et puis il y a un peu avant le petit bar. Je voulais savoir donc du coup si c'était possible de faire ça. Donc pour moi c'était ça le plus important on va dire en termes de fabrication. Donc ça, c'est quelque chose que tu avais voulu et eux, ils ont proposé en plus le Oui, façonnage. après dans la foulée ils m'ont dit après à chaque fois c'est proposé hein, on discute ensemble. Et je connaissais pas, j'ai dit oui. Et du coup, pour tous tes livres, tu dialogues beaucoup avec eux, parce que du coup, tu as fait presque tous tes livres chez eux, à part l'île Louvre dans la collection Futuropolis Louvre. Bah, en fait, je fais tout ce qui concerne, vu que c'est un éditeur spécialisé dans l'Asie, tant que je fais des trucs sur le Japon, ça me paraît plus naturel de leur proposer, quoi. Ça se passe bien, donc je n'ai pas vraiment de raison d'aller voir ailleurs. Après, si je fais par contre une bande dessinée ou un bouquin sur autre chose, une autre thématique, par définition, j'irai ailleurs. Et l'île Louvre, c'était Futuropolis, c'est le musée du Louvre qui m'avait contacté, quoi. Et du coup, pour chez Piquet, pour prolonger la question, c'est est-ce qu'ils ont une partie un peu conseil? Est-ce qu'ils te donnent des idées? Est-ce qu'ils t'accompagnent? Est-ce qu'il y a un côté comme ça? Ouais. Après, c'est un petit éditeur finalement. Enfin, c'est une petite équipe, donc c'est facile. Ça, c'est pas mal parce que c'est plus facile de se parler, de communiquer. S'il y a un problème, voilà, ou une idée, c'est facile de savoir à qui la proposer, à qui en parler. Donc c'est pratique. Voilà, bah oui. Par exemple pour ce dernier livre, Touye le Miso, ça a commencé très simplement. Je revenais, voilà, comme je disais tout à l'heure, je revenais de mes voyages. J'avais tous mes haïkus sous la main en petit format, donc je me doutais bien qu'on n'allait pas les éditer au format original. C'était vraiment trop petit. Là, j'étais d'accord. Mais voilà, je leur ai montré ça. Je leur ai dit voilà ce que j'ai fait dans mes 2 derniers voyages.
Je les ai mis sur Instagram, ça a l'air de Mm. plaire. J'ai aussi joué à cette carte-là. J'ai dit oui, bah, j'ai l'impression que les gens seraient peut-être prêts à acheter un livre avec juste ces haïkus. Et puis après, on en a discuté. On a dit ouais, peut-être qu'on peut rajouter quelques trucs. Parce qu'après, les haïkus, j'en avais, je crois, 87, il me semble. Ouais. Ou 86 de mes voyages. J'en ai rajouté peut-être deux, trois des inédits après, donc fait en France, pour arrondir, on va dire, le livre. Mais du coup, ça fait beaucoup d'haïkus, 87, mais peut-être Ouais. pas assez pour faire un livre. Surtout qu'ils étaient petits, donc c'est aussi pour ça qu'on a réfléchi à... Enfin, surtout d'abord Piqué, qui a réfléchi à comment intégrer autre chose, comment amplifier un éventuel ouvrage, quoi. Mais c'est un peu fait comme pour Tokyo Sampo. Enfin, Tokyo Sampo, mon premier livre, j'avais déjà tout fait en fait quand j'ai vu Piqué à part les cartes, quoi. Ouais. Et ce premier livre, du coup, tu as commencé comme ça ta carrière de dessinateur. Est-ce que tu te destinais vraiment à être illustrateur ou alors c'était un peu l'accident, tu t'es retrouvé avec de la matière pour faire un livre et tu t'es dit, Oui. c'est parti. Bah, c'était moi à l'époque ma plus grande ambition c'était simplement de vivre de mes dessins, qu'on me paye pour dessiner. Alors dessiner un livre ou une image ou une publicité ou j'en sais rien, pour moi c'était bon, je prenais tout. Évidemment en fantasme suprême pour moi c'était quand même de faire des livres, enfin de faire de la BD on va dire. J'ai Ouais. toujours eu cette envie lointaine, quoi. Mais quand j'ai dessiné, quand je me suis mis à dessiner mon quotidien à Tokyo, donc il y a plus de 10 ans déjà, il y a même, c'était en 2006 le voyage et le bouquin est paru en 2009. Et quand j'ai commencé donc à dessiner mon quotidien à Tokyo, j'avais pas d'autre ambition que de éventuellement faire un gros portfolio pour ensuite le montrer à des éditeurs en rentrant en France et leur dire bah voilà ce que je sais faire, voilà comment je dessine, voilà mon style. Est-ce que vous avez des trucs à me proposer, des scénarios, j'en sais rien. Mais je voyais pas le truc publié. D'ailleurs, c'est étrange hein, que c'était publié Ouais. quand même. Voilà, je voyais pas tous ces dessins dans un livre ensemble, quoi. Et du coup, on parlait de ton troisième livre, Petite coupure à Shibuni. Est-ce que là, tu es parti sur une fiction, donc une histoire. Là, on n'est plus dans le carnet de voyage, on est dans une vraie histoire. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu vas continuer? Tu es parti pour faire d'autres albums comme ça? Ah oui, oui, enfin, c'est douloureux. Hein, je suis pas très fort. Enfin, ouais, je suis pas très fort hein, pour raconter des histoires. Par contre, j'ai très envie de le faire. Oui, oui, ça reste pareil un fantasme. Enfin, j'ai plein de petits bouts d'histoires dans des carnets. Enfin, des trucs plus ou moins valables. Hein, je pense qu'il y en a pas mal qui devront rester dans les carnets. C'est mieux. Hein. Mais il y en a d'autres que j'aimerais bien poursuivre. Après, c'est une histoire de temps, d'opportunités. En fait, j'aime assez bien varier sur les deux tableaux. C'est ça qu'il faudrait que j'arrive à faire de façon plus énergique, hein, parce que je publie pas non plus tant que ça. Mais j'aimerais bien alterner un coup carnet de voyage, on va dire entre guillemets, enfin en tout cas livre de mes voyages et œuvre de fiction, c'est-à-dire un travail dehors et un travail en atelier, grosso modo, si on peut simplifier la chose. J'aimerais bien, justement pour que le métier de dessinateur soit un peu plus agréable, parce que sinon c'est assez ennuyeux d'être toute la journée sur sa chaise à son bureau en train de dessiner. On a envie parfois d'être un peu en extérieur et de dessiner quand même aussi. Et j'ai souvent de la nostalgie pour Petite Coupure. Au bout d'un moment, enfin j'ai vraiment tout fait en France, quoi, chez moi. J'avais cette nostalgie justement de mon premier livre où j'étais dans la rue à dessiner dehors ce que je voulais. Voilà, je passais du coq à l'âne tout le temps. J'avais pas de scénario à suivre, je savais pas ce que j'allais dessiner le lendemain, c'est assez agréable. Mais en même temps, je me souviens qu'à l'époque, j'en avais marre d'avoir mal aux fesses par terre, d'avoir froid, ou de dessiner juste des dessins, enfin, sans savoir si ça allait intéresser, si ça racontait quelque chose. Les deux ont des défauts et les deux ont des avantages, en fait, les deux exercices.
Et petite coupure, c'est un album qui a reçu le prix Fauve Polar à Angoulême en 2015. Est-ce que ça t'a ouvert aussi des portes? On t'a proposé des collaborations ou des choses comme ça? Oui, un peu, oui, des trucs. Bon, après, oui. J'ai pas dit forcément oui. Puis après, justement, j'étais engagé sur l'île Louvre au moment où j'ai reçu le Fauve Polar. Donc, Ok, de toute façon, l'avenir était bouché pour au moins une année. Et par contre, enfin, ça m'a ouvert peut-être un autre public que celui ultra spécialisé dans la culture japonaise. Parce que du coup, j'ai fait pas mal à l'époque, donc c'était en 2015 et débordé même sur 2016. J'ai fait pas mal de séances de dédicaces dans des librairies. C'est tout bête, hein, mais des librairies spécialisées BD, par exemple. ouais, En fait, j'en faisais pas tant que ça avant. J'allais souvent dans des librairies généralistes ou même les festivals généralistes ou des festivals de voyage ou des librairies de voyage, ce genre de choses. Mais pure BD, pas tant que ça. J'en ai fait peut-être quelques-unes, mais et du coup, j'ai rencontré le public qui va avec, parce que probablement que les libraires en parlaient un peu, quoi, à leur public qui était habitué peut-être à d'autres ouvrages. Donc c'était marrant, ça a changé de. Enfin, j'ai découvert un nouveau public. Voilà. et donc dans l'île Louvre, ou alors tu fais aussi de l'illustration jeunesse, tu as fait un album sur le Moyen-Âge par exemple. Est-ce que là aussi de changer un peu d'univers iconographique, c'est intéressant pour toi de faire une Ouais. respiration à part l'univers asiatique? Oui, oui, pareil, ouais, ouais, c'était bien. En fait, c'était pour l'école des loisirs. C'était une collection donc sur l'histoire de France en plusieurs albums avec plusieurs auteurs. Plusieurs dessinateurs et moi j'ai fait celui sur le Moyen Âge et celui sur Napoléon j'en ai fait deux en fait ouais, ouais, c'était très bien, enfin j'aime beaucoup l'histoire du coup c'était sympa. Alors c'est pour les enfants, donc c'est très vulgarisant, on va dire, Mhm. pas vulgaire mais vulgarisant. Mais voilà, oui, oui, c'était pas mal aussi de se plancher sur une iconographie différente, puisqu'il faut quand même se renseigner, notamment pour le Moyen Âge, voilà, enfin même pour l'Empire. Ouais, un exercice intéressant. En plus, c'était des grands formats, donc là, je dessinais on va dire en format A3. Euh, oui, globalement en format A3, donc c'est une grande planche. Et du coup, tu parlais tout à l'heure des carnets, d'alterner travail à la maison et carnet. Quand tu es en France, en fait, du coup, tu fais pas de carnet. Est-ce que c'est une pratique que tu n'as pas au quotidien ou c'est uniquement en voyage? Ouais, 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 ouais. C'est dommage peut-être, hein, mais oui, oui, effectivement, bah, je suis moins enthousiaste. Moi, j'ai moins l'œil alerte, j'ai moins la truffe humide quand je suis en France, quoi. Oui, 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 oui. Peut-être que, enfin oui, oui, je pense qu'il y a un manque de motivation, mais c'est dommage, hein, je dis pas le contraire, hein, et en France, non, en France, je dessine pas mon quotidien, je dessine pas dehors, enfin c'est très rarement, quoi. Et bah, je me suis posé la question quand même d'essayer de continuer des haïkus sur mon quotidien quand même, parce que Ouais. l'haïku, ça a quand même l'avantage d'être concis, et donc en principe, on n'y passe pas des heures. En principe, je dis bien. Après, Ouais. chacun a son niveau d'exigence, effectivement, mais moi, il est plutôt bas. Donc, on n'y passe pas des heures. Et je me suis posé cette question. J'ai pas fait, voilà. Encore un truc qui peut-être plus tard. Et quand tu as fait l'île Louvre, j'imagine que tu es allé pas mal de séances au Louvre, tu avais des accès pour faire ça. Et est-ce que Ouais. ça aussi, tu l'as fait en mode, tu es allé dessiner dedans ou alors tu allé juste prendre des photos et tu as fait ça chez toi après? Alors, malheureusement aussi, là, c'était surtout d'après photo. J'ai fait que des petits croquis dedans. Alors, j'avais un badge pour rentrer illimité, comme tous les auteurs de la collection, c'est pareil. Mhm. Après, comme j'habitais pas à Paris, que j'habitais à Strasbourg à l'époque, et que je profitais de mes nombreux déplacements à Paris, j'y allais quand même assez souvent, mais pour autre chose, par exemple pour des dédicaces ou enfin plein d'autres trucs, j'en profitais en général pour faire une visite au Louvre, un après-midi, une matinée. J'ai peut-être dû faire une journée entière 2, 3 fois, mais c'est très fatigant.
Et du coup, je devais être assez efficace. Et moi, mon credo, en fait, dans ce livre, c'était surtout de rapporter des anecdotes, et notamment des commentaires, enfin, des Ouais. anecdotes, des dialogues de visiteurs. Donc, je me focalisais beaucoup là-dessus. Donc, j'avais des petits carnets où je notais ce que j'entendais. Je faisais éventuellement des croquis rapides des personnes ou du tableau de l'œuvre en face, Ouais. de laquelle ils ont fait leurs commentaires. Et voilà, mais après, je prenais quand même une photo de tout, hein, aussi des personnages, le plus discrètement possible, puis de l'œuvre, pour bien Ouais. me référer après. Et après, je mettais tout ça au propre bien plus tard en rentrant chez moi. Donc c'est sûr que c'est moins instantané dans l'exécution en tout cas. Par contre, les anecdotes sont vraies, c'est des vraies choses entendues. Il y a aussi des choses qu'on m'a racontées, mais je le mets dans le livre. Oui. C'est toute la séquence avec le gardien qui me raconte tout ce qu'il a vu et entendu. Il y a une question de Yves qui te demande est-ce que tu peux dire un mot sur Jazz en tête? Sur Jazz en tête, oui. Alors, Jazz en tête, c'est un festival de jazz qui existe toujours, d'ailleurs, qui est très vieux, à Clermont-Ferrand, Mhm. qui a lieu en octobre, si je ne me trompe pas, octobre de chaque année. Je crois que c'est quand même un des grands festivals de. Alors, il y a beaucoup de festivals de jazz en France, mais c'est un des majeurs. Et en fait, j'ai fait un livre. Alors, l'histoire, c'est qu'on m'a proposé en 2000. La première fois, je crois que c'était en 2016, 2015, 2016. On m'a proposé d'assister donc au festival en tant que dessinateur, entre guillemets, non officiel du festival. Et donc, j'allais dans les coulisses et voir les musiciens, les répètes, les casse-croûtes entre eux, enfin tout ça, c'était les techniciens. Mhm. Et après, pendant les concerts, je me mettais sur les côtés de la scène, assez discret, et je dessinais. Voilà, j'étais libre. À la base, ça devait servir comme petit croquis d'illustration pour la montagne, le journal local, Ouais. pour les articles quotidiens sur ce festival. Et en fait, ça a plutôt été sur le site internet du journal que sur le journal lui-même. Et puis surtout après, donc j'ai fait ça une première année, j'ai fait ça une deuxième année, et on en a fait un ami éditeur qui faisait aussi partie de l'équipe du festival, a proposé de compiler tout ça dans un livre et d'en faire un livre, voilà. Donc de ces croquis. Et pour le coup, là, j'ai utilisé une technique vraiment très différente, mais que j'ai beaucoup aimé, que j'aimerais reproduire parce que je trouve que si je peux m'envoyer des fleurs, je trouve que je me suis pas mal débrouillé. Non, mais c'est vrai. Après, bon, voilà. Euh, j'ai utilisé le feutre pinceau, le fudepen, comme on dit en japonais. C'est des feutres pinceaux, si vous voulez, un feutre ou un pinceau avec une recharge. Ouais. Donc, c'est une tête de pinceau et j'ai dessiné ça en général en deux couleurs, alors en noir et gris clair, ou parfois du orange. Et voilà, sur des petites feuilles. J'avais ma petite lampe comme pour les musiciens, pour Ouais. lire les Ouais. partitions. Voilà. Et j'ai pris cette technique, c'est un peu comme les crayons de couleur finalement. Les crayons de couleur, j'avais commencé à beaucoup les utiliser à Tokyo dans la rue parce que ça me paraissait très pratique, facile à transporter, que je Ouais. n'avais pas besoin d'eau, pas besoin d'attendre que ça sèche comme l'aquarelle. Enfin, je trouvais ça très, très pratique pour ce que je faisais. Bah là, c'est pareil avec le Fudepen. Je trouvais ça très pratique pour ce que je faisais à ce moment-là. C'est-à-dire que j'avais quand même pas beaucoup de lumière, donc les crayons de couleur, faut oublier. Moi, je vois plus les couleurs Ouais. dès qu'il fait un peu sombre. Je les confonds tous, voilà. Et là, c'était bien, c'était simple. Du feutre, déjà, on voit bien le trait. Et puis, il fallait être assez rapide parce que les musiciens bougent quand même pas mal. Et puis, il y a tout un jeu d'ombre qui se prête bien à ce genre de technique, voilà. Et il y a une Et autre. et Oui. ça s'appelle Jazz en tête, le livre. C'est aux éditions Tibère. Tibet. Voilà, c'est un gros livre. Ok. Et il y a une autre publication dont je voulais te parler aussi, c'est Coquet Coco. Tu avais fait une petite nouvelle sur les yokai. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu prolongerais Est-ce que c'est un univers qui t'a plu l'univers fantastique des Oui, mais yokai? c'était une vieille histoire. Je pense pas poursuivre dans la veine. C'était un ouvrage collectif en fait. Coquet Coco, c'est pareil, c'est des amis éditeurs de Strasbourg, Isseki Nicho, Mhm.
qui avait fait ce livre. Alors il est sorti, c'est pareil, je me trompe tout le temps dans les dates, 2015 ou 2016 dans ces eaux-là. Donc avec plein de dessinateurs différents qui avaient été au Japon, qui racontaient soit des anecdotes sur le Japon, soit enfin des trucs liés au Japon. Oui. Et moi je leur avais donné une histoire que j'avais faite déjà avant. Toujours à l'époque où je cherchais des éditeurs en fait. J'étais tombé sur ce recueil d'histoires, enfin qui est maintenant très connu sur les yokai de Lafcadio Hearn, qui est un écrivain qui a compilé plein d'histoires traditionnelles japonaises il y a très longtemps, au début du XXe. Et donc ça se lit très bien. C'est comme des contes, plein de petits contes et ça me paraissait évident, voire facile, d'en faire une adaptation dessinée. Voilà. Je crois qu'à l'époque, j'avais l'ambition de les réadapter à l'époque moderne. Ouais. C'est pour ça que dans ma petite anecdote, ça se passe aujourd'hui. Et j'avais adapté l'histoire du fantôme dans la tasse de thé, qui est un conte très connu au Japon. Quelqu'un qui boit dans une tasse de thé, qui ne voit pas son reflet, mais qui voit le reflet d'un démon. Là, je l'ai adapté avec une canette de distributeur. Et c'était un peu ça mon idée de départ, c'était de reprendre tous ces contes et de les adapter aujourd'hui. Il y avait une histoire d'un gamin aussi qui dessinait des chats partout sur les parements papier pour se protéger d'un démon, et je voulais faire un parallèle avec Hello Kitty, enfin des choses comme ça. Mais bon, je passais à autre chose depuis. Et est-ce que tu étais lecteur ou est-ce que tu as lu après les œuvres de Mizuki? Est-ce que les yokai, ça t'a emmené là-dessus ou pas? Alors, je connaissais pas du tout à l'époque. J'ai connu bien plus tard, en fait. Donc, en fait, pas grand-chose à voir. Par contre, ce que j'ai fait plus tard, mais là, c'est pas dans l'édition, c'est pareil, c'est sur mon blog et Instagram, je sais plus. Enfin, ça fait longtemps que j'avais pas fait. Je faisais des faux yokai à la méthode Mizuki. Justement, j'essayais de copier son style comme une parodie, en fait, en inventant des yokai français. En plus, je voulais faire des yokai, parce qu'il me semblait que le yokai représentait souvent était la matérialisation, en fait, de peur et de peur très japonaise, ou Ouais, qui sont liés de au quotidien. légende. Ouais. Comment? C'est lié au quotidien, il y a un côté très... Oui, puis je sais pas, il y a beaucoup qui se réfèrent à des peurs, comme être perdu en forêt, d'être accablé, enfin à mi-chemin entre des peurs et des sentiments et des émotions. Et je m'étais dit, ce serait amusant de trouver aussi des trucs du quotidien, enfin des peurs du quotidien très techniques, très comment dire, très japonaises, enfin très basées sur la vie japonaise. Et je me demandais s'il n'était pas possible d'en faire. Mais on a aussi nos démons, nous. Il y a la vouivre, Ouais. par exemple, cette femme dans les marais. Enfin, il y en a plein. C'est juste qu'on les oublie un peu, et puis chaque région en a. Mais je m'étais imaginé, d'en imaginer justement des nouveaux, typiquement français. Alors un peu plus comique, hein, par exemple. Je sais pas, le mégot oublié dans le cendrier, puis qui provoque un incendie. Des trucs, enfin, j'avais noté plein de petites idées, je les ai pas tous dessinés, mais la poire blette, je trouve c'est très français, je sais pas pourquoi. Une belle poire, et à l'intérieur elle est pourrie. C'est pas un drame, hein, c'est sûr, on n'est pas dans le domaine voilà, mais un exercice rigolo. Et dans le livre, je reviens à Touye de Miso, tu racontes une scène aussi où tu cherches des livres dans une librairie, dans un quartier donc connu pour se livrer. Est-ce que tu achètes beaucoup de choses dans tes voyages? Tu ramènes beaucoup d'objets? Bah, oui et non. Comment dire? Non, mais oui, tout ce qui est livre, oui, ça c'est vrai. Je ramène pas mal de vieux livres. J'aime bien aller chez les bouquinistes. Voilà. J'ai pas mal de trucs. Après, j'achète aussi beaucoup de matériel pour dessiner. Ouais. Évidemment, parce que là-bas, c'est un peu le paradis. Tous les dessinateurs le savent, hein.
Donc, je ramène ouais, des crayons, des stylos, tout ça, mais aussi pas mal de feuilles. Il y a un papier que j'aime bien là-bas, donc je me l'expédie même, parce que c'est un peu lourd. Donc, Ouais, je me fais des colis que je m'envoie. Mais après, maintenant, j'ai des amis qui me les envoient. Donc, voilà. ok. Et voilà, sinon je vole des graines, enfin je ramasse des graines et j'essaie de faire pousser des trucs. C'est pas très bien hein, parce que un jour je vais ramener un parasite à la con qui va envahir la France, mais ouais, je ramène des petites pousses de plantes. Bah, à Manabeshima, j'ai ramené des petites plantes qui sont toujours vivantes parce que tout ne survit pas. Mais Ouais. voilà, voilà. Et du coup, on a parlé de pas mal de tes livres. C'est quoi tes prochains projets là? Tu bosses sur des choses en particulier? Bah là non. Là non, là c'est la merde. Non, enfin ça va, mais j'avais un projet. En fait, j'aurais dû être au Japon cet été pour un Ouais, nouveau projet de livre. J'aurais dû y rester même plusieurs mois. Je demandais un visa, tout ça. Enfin bref. ok. Et ben ouais, voilà, c'est mort. Donc j'espère pouvoir le faire l'été prochain. Enfin parce qu'il faut que ça se fasse. Pendant les beaux jours Ok. et ce sera encore un carnet de voyage pour le coup, ce sera pas une fiction mais voilà, ça c'est un peu mort pour l'instant et puis en attendant bah c'est peut-être l'occasion justement de me replonger dans mes petites histoires, mes petites fictions que j'ai à droite à gauche. Si je peux commencer un autre projet en attendant, puis j'ai toujours de temps en temps enfin des commandes d'illustration brèves et, et sobres. Là, j'ai fait un truc pour le magazine 21 pour le prochain, Ouais. ce genre de choses. Et là, Voilà. c'est des illustrations ou c'est des petits reportages Des illustrations, non, il me propose, j'ai pas bougé de chez moi. Il me propose un sujet, là, ce sera sur les GR, les pionniers des GR, Ok. les chemins de grande randonnée. Et voilà, ils m'ont proposé si ça m'intéressait d'illustrer cet article. Alors, c'est sur une 8 double pages quand même. Et voilà, donc là ils m'ont donné de la documentation parce que c'est sur certaines personnes en particulier, donc avec des photos d'époque, tout ça. Donc Ouais. voilà, je me suis inspiré de ça, mais non, j'ai pas été sur les chemins. Voilà. En plus, j'ai fait ça pendant le. Ben non, on n'était pas encore, on est entre les deux confinements, donc j'aurais pu techniquement le faire, mais voilà. Et pour tes bouquins précédents, je me souviens que tu avais fait pas mal d'expos de tes dessins. Est-ce que là, pour celui-ci, le dernier, Miso, tu as prévu des expos quand le temps le permettra? Alors pour l'instant non, mais Ouais, je pense que c'est dû pareil à la situation. Je pense que c'est compliqué d'organiser des choses plus ou moins court, enfin moyen terme, on va dire, parce que on ne sait pas si on sera autorisé. Enfin voilà, les galeries sont fermées en ce moment, je crois, oui, non? oui, oui. Enfin, en général, je l'expose pas dans les galeries. Je l'expose plutôt dans les médiathèques ou les choses enfin, oui, c'est surtout les médiathèques. Enfin, la plupart du temps où j'ai été exposé. Mais bon, si on me propose, ouais, je dirais oui. Enfin, moi, j'ai pas de raison de refuser, donc on verra. Et là, avec la sortie du livre, est-ce que tu as fait des séances de dédicaces ou du coup, avec les confinements, ça s'est pas fait? Ouais, pareil, ça a été assez bref et court. Ouais, Le livre est sorti début octobre. Là, je crois que j'ai été occupé. Non, le début, non, la même semaine, j'ai pu dédicacer. En fait, j'ai fait deux voyages à Paris, quoi. ouais, Deux séances, enfin, deux voyages avec plusieurs dates, mais toutes ramassées en 2-3 jours à Paris. Rien en province. Et après, on était reconfinés, donc ça a été rapide, voilà. Mais dès que ça se décoincera, je pense qu'on va reprendre. Enfin, c'est plutôt mon éditeur qui décide ça, pareil, ouais. qui me propose est-ce que tu veux aller là? On a une proposition ici. Puis après, je dis oui ou non, selon que je suis libre ou pas. Mais ouais, j'aimerais bien reprendre, bouger un peu, parce que là, c'est vrai que je bouge pas beaucoup. Ouais. Donc en province ou ailleurs, je sais pas. On Et, verra. Je l'annoncerai sur. De toute façon, je l'annoncerai sur ouais, Instagram et mon blog. ouais. Et j'ai une dernière question aussi. Qu'est-ce que tu lis toi en BD en ce moment? C'est quoi tes lectures BD
Pas forcément inspiration, mais ce qui te plaît en tant que lecteur. Alors, pas grand-chose, très honnêtement. Alors, là, je lis Here zut. Euh, Here, vous voyez? Non, tu vois, Here, H-E-R-E. Ici, c'est quoi le nom en français? De Richard Maguire, c'est ça Voilà, Ah voilà, oui, exactement. pardon. Que j'adore. Oui, Voilà, et puis sinon, le journal La Hulotte. ouais. Je suis abonné et c'est ça. Et c'est tout. Enfin, j'ai énormément de BD en retard, quoi, que j'ai pas lu, qui traînent, et un peu de tout en plus, des trucs très très éclectiques parce qu'il y en a pas mal qui me sont offertes par les libraires quand je vais Ouais. dédicacer chez eux. Donc ils me proposent à la fin, pas tous, hein, mais il y a quand même pas mal qui proposent de prendre une BD gratos et j'en profite souvent pour prendre des trucs que j'achèterais pas en temps normal, enfin Ouais. justement aussi pour m'ouvrir un peu l'esprit, mais je suis pas assez rigoureux et je les lis pas forcément, enfin ça traîne, voilà. Et sinon j'ai une culture BD mais vraiment basique, j'ai tout à découvrir grosso modo et notamment les mangas j'en lis très très peu, hein. Ouais. On peut dire que je connais rien, quoi, grosso modo, ouais. Mais la BD, c'est pas tellement mieux. Et c'est pas du tout une réticence, hein. Je serais quand même mal placé pour dire que c'est nul et que ça me plaît pas. Mais c'est juste, il y a aussi le problème. On en parlait tout à l'heure avant que Ouais. tu lances Ouais. la vidéo. Peut-être un problème d'influence aussi. J'ai peut-être un peu peur d'être parasité, surtout quand je suis en plein bouquin, que je suis vraiment en train de créer un truc. C'est vraiment le pire moment pour moi de lire une BD parce que j'aurais vraiment trop peur d'être influencé par ce que je lis, que ce que je vois dans mon travail. Donc, en général, c'est des moments où je lis ou regarde des choses complètement différentes. Voilà, j'essaie de faire une barrière hygiénique entre guillemets, Ouais. mais voilà. Enfin, après, j'essaie de me rattraper. Eh bien, un grand merci, Florent, d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci beaucoup. Merci à vous, Merci. lecteurs, qui avez suivi ce live. Je rappelle, si vous êtes arrivé en cours de route, que tous les lives sont disponibles en replay sur Bubble. Donc, vous pouvez voir le début. Ils sont archivés. Et il y a aussi une chronique sur le livre Touyen Misso sur Bubble. Et il y en a une aussi sur 9e art, si vous voulez en savoir plus sur ce livre, si ça vous a donné envie. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour le dernier live 2020. Et ça sera avec Pénélope Bagieux pour Sacrée Sorcière. Voilà, bonne soirée à tous et à bientôt. Merci. Salut!